Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Le Conseil constitutionnel est installé depuis sa création en 1959 au Palais Royal à Paris. Parmi ses membres, on trouve d'anciens ministres ou parlementaires, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des universitaires. Bref, ils ont des parcours, des sensibilités variées. Et s'ajoutent à eux les anciens présidents de la République, membres de droit du Conseil constitutionnel. La mission principale de cette institution, c'est d'examiner si les lois sont conformes à la Constitution. Ces délibérations sont secrètes. On ne peut pas savoir quel membre du Conseil a critiqué une loi, quel autre membre l'a défendue, ni les arguments qu'ils ont avancés pour convaincre leurs collègues. Or, le Conseil constitutionnel a rendu public les comptes rendus de toutes ces délibérations entre 1959 et 1998. La loi le permet, à condition que les délibérations qu'on divulgue aient eu lieu il y a 25 ans au moins. Et leur lecture est passionnante. C'est un véritable panorama d'histoire qui s'offre à nos yeux. En bien des occasions, on ne sait plus si le Conseil constitutionnel fait du droit ou de la politique. Lors de la séance du 23 avril 1961, par exemple, l'heure est grave. Le putsch d'Alger vient d'éclater. De Gaulle consulte le Conseil sur l'utilisation de l'article 16 de la Constitution qui lui accorde les pleins pouvoirs en temps de crise. Or, loin de s'en tenir au droit, un des membres du Conseil, un haut magistrat, s'exclame « Il faut riposter immédiatement. L'état d'urgence qui vient d'être institué est insuffisant. » Georges Pompidou, qui siège à l'époque au Conseil constitutionnel, ajoute que le gouvernement ne doit pas demander les pleins pouvoirs au Parlement. En effet, dit Pompidou, les insurgés auraient alors, par la voix de quelques parlementaires qui sympathisent avec eux, une tribune dans les assemblées. Le débat fait aussi rage les premières années sur la nature même du Conseil constitutionnel. Le 7 avril 1960, René Coty, ancien président sous la 4e République, affirme que le Conseil doit être une cour d'arbitrage entre les pouvoirs et non pas une cour constitutionnelle au-dessus des pouvoirs. Bref, Coty ne veut pas d'une cour suprême à l'américaine qui censure les lois. Car sinon, craint-il, la France connaîtrait le gouvernement des juges et le Parlement serait placé sous tutelle. Coty le refuse de toutes ses forces, comme presque tous les républicains de sa génération. Cet état d'esprit l'emporte jusqu'à la séance du 16 juillet 1971. Ce jour-là, le Conseil examine la loi Marcellin, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui veut soumettre à autorisation les associations politiques pour mieux surveiller les militants d'extrême gauche. Le rapporteur de la loi, François Gogel, un professeur de sciences politiques, propose de lui donner le feu vert. Mais un autre membre, François Lucher, lui aussi universitaire, invite au contraire ses collègues à désavouer le gouvernement pour que le Conseil devienne, dit-il, un défenseur des libertés, comme ses homologues à l'étranger. Entre les membres même du Conseil constitutionnel, le débat est très vif. Alors, à cette même séance, le président du Conseil constitutionnel, Gaston Palevski, vole au secours de Lucher. Il estime que le Conseil, pour contrôler les lois, a le droit de se référer non seulement à la Constitution, ça personne ne dit le contraire, mais aussi au préambule de la Constitution, et au préambule de la Constitution de 1946, et aussi à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Bref, le président du Conseil veut élargir la marge de manœuvre de l'institution qu'il préside face au Parlement. Et il l'emporte, par 6 voix contre 3, puisque désormais nous connaissons le détail du vote.
Cette décision est capitale. C'est ce jour-là que les juges du Palais Royal s'émancipent du rôle étroit qui avait été le leur jusqu'alors. Les débats restent pourtant vifs au sein du Conseil. Par exemple, en 1982, l'institution examine une loi qui prévoit d'instituer une proportion de 25% de femmes sur les listes aux élections municipales. Gaston Monnerville, radical socialiste, ancien président du Sénat, est farouchement hostile aux quotas. Son argument, je cite, « Si aujourd'hui le Conseil admettait l'existence de quotas en matière de sexe, pourrait-il interdire demain les quotas pour d'autres catégories, par exemple les Français de religion musulmane ?» Et Monnerville poursuit. « Le Conseil constitutionnel ne peut accepter qu'il existe des quotas à l'intérieur de l'ensemble des citoyens français. » C'est le raisonnement républicain traditionnel. L'ancien président du Sénat emporte la conviction de ses collègues. La disposition controversée est déclarée non conforme à la Constitution, à la quasi-unanimité. Bref, on attend avec impatience la suite. Mais hélas, il faudra patienter encore un peu pour lire les échanges entre Chirac et Giscard, qui ont participé tous deux à des délibérations du Conseil constitutionnel. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.